Bon, et bien bonsoir à tous. C'est la 6e fois que nous nous retrouvons autour du thème de cette année, l'éducation passerelle vers le futur. Et depuis plusieurs mois, nous mettons en évidence l'importance du développement de la sensibilité en détaillant les 4 sens. Et aujourd'hui, voici donc le 5e, le sens de la vue. Ce sens a un statut très particulier. En effet, dans l'état d'esprit de beaucoup de personnes, c'est comme si c'était le seul sens qui avait valeur d'objectivité. En effet, pour beaucoup de personnes, on a l'impression que le sens de la vue se contente tout simplement d'être un objectif photo qui ne fait qu'enregistrer ce qui se passe autour de nous et nous le retransmettre tel quel. Comme s'il n'y avait pas du tout d'interprétation, il n'y avait pas du tout de subjectivité derrière, c'est tout. Tel que le monde est, et notre sens de la vue nous le retransmet. Mais du coup, fort de cette impression, on croit que ce sens de la vue, il fait preuve. Si je l'ai vu, de mes yeux vus, c'est bien la preuve que ça existe. Que n'ont pas du tout les autres sens. Je l'ai senti, je l'ai entendu, si je l'ai vu, si tu l'as vu. Voir les choses fait la preuve. Et pourtant, Dieu sait si on en a fait des expériences sur la fiabilité des témoignages visuels. On sait très bien qu'il n'y a rien de plus variable que les témoignages visuels de plusieurs personnes qui ont vu exactement la même scène. Mais ça ne fait rien, on reste comme ça dans cet aspect tout à fait objectif. On pourrait même dire que du coup, c'est vrai que c'est le seul sens qu'on va employer lorsqu'il s'agit de vérifier des choses avec exactitude. On va dire que c'est le seul sens qu'emploie la science. En effet, pour mesurer des résultats d'expérience, pour mesurer des choses rigoureuses, on n'emploie que la vue. On ne mesure absolument aucun résultat d'expérience avec le son, avec le toucher, avec le goût. Quant à l'odorat, si vous voulez quelque chose qui soit imprécis, vous faites ça au pif. Au pifomètre. Vous faites ça à vue de nez. À vue de nez, c'est vraiment le contraire total de la précision. La vue est employée par la science et par conséquent, et on va le voir ce soir, par rapport au mental. Ce sens de la vue a vraiment un rôle très très important parce qu'on va le voir qu'au fur et à mesure qu'il se développe, il va enclencher le mental, il va développer le mental. On pourrait dire, mais les animaux ont tout à fait un sens de la vue, ils n'ont pas pour autant le mental. C'est exact. Et les humains, à leur début, ont tout à fait aussi le sens de la vue, ils n'ont pas du tout de mental non plus pour autant. Mais c'est intéressant de relier justement le développement de la vue et le développement du mental. C'est ce qu'on va voir justement ce soir. Tout ce que nous voyons, c'est ça qui va susciter notre curiosité. Beaucoup plus que les autres sens. Ce qui va susciter notre curiosité et l'envie de comprendre et la volonté de comprendre, c'est justement ce que nous voyons qui va nous intriguer de plus en plus. Et c'est ça qui va développer le mental. On pourrait même dire que ce que nous voyons et notre capacité à voir de plus en plus profondément va de plus en plus nous stimuler. C'est vraiment un stimulus de développement du mental. À tel point que, quand on a vraiment envie de comprendre et qu'on a envie de voir, on a développé d'énormes prolongements du sens de la vue. Avec, dans le sens du microcosme, des microscopes, y compris les microscopes électroniques qui vont vraiment dans l'infiniment petit. Et puis donc les télescopes, qui vont vraiment au contraire dans les fins fonds de l'univers. Et puis on a développé aussi des appareils pour voir avec d'autres systèmes, vision infrarouge, vision avec d'autres ondes électromagnétiques. Donc des choses qui n'ont plus rien à voir avec ce que notre œil peut détecter, mais qu'on peut traiter et qu'on peut arriver à arranger de manière à les rendre visibles et avoir une image de l'univers relativement complète. Donc c'est dire à quel point ce sens de la vue, c'est vraiment celui qui préside à la découverte du monde. Il est vraiment donc extrêmement important de ce point de vue-là. Du coup, c'est vrai que quand on demande à chacun quel est le sens que tu n'aimerais pas du tout perdre, quel serait le dernier qu'il faudrait garder, très souvent le sens de la vue, pas toujours, mais très souvent le sens de la vue arrive en dernier. En effet, on a l'impression qu'il nous donne tellement de choses par rapport aux autres sens qui ont l'air beaucoup plus confinés dans un aspect spécifique. Là, on a l'impression qu'avec la vue, pour reprendre l'expression bien connue, le sens de la vue, il nous en met plein la vue. Il y en a partout. On a l'impression d'avoir une foule d'informations à la fois. Prenons un exemple. Imaginez quelqu'un qui se prête à une expérience comme ça par rapport au sens et qui accepte d'être endormi et d'être réveillé dans un endroit qu'il ne connaît pas. Quand il se réveille, il a un bandeau sur les yeux et on lui demande de chercher à découvrir l'endroit où il se trouve, sans les yeux. Alors il va naturellement utiliser ses sens, il va peut-être utiliser le sens du toucher. Et à tâtons, chercher à découvrir que là où il est, c'est une salle qui a l'air assez grande. Il semblerait y avoir des chaises ou des fauteuils, il semblerait y avoir des tables, il y a des murs et puis il y a quand même des fenêtres, il y a des baies vitrées. Bon voilà, il peut donc décrire un petit peu la salle, mais c'est à peu près tout. Par contre, au niveau de l'odorat, il peut sentir peut-être comme une espèce d'odeur de café, peut-être même un reste d'odeur de croissant, qui du coup lui vient avec le sens du goût. Du coup, j'en mangerais bien d'ailleurs. Voilà. Et donc il sent ça. Mais en même temps, c'est très curieux parce qu'il sent aussi une odeur de lavande.
Alors est-ce qu'il y aurait un bouquet de lavande dans la pièce où ça se trouve? Bon, c'est assez étrange. Au niveau des sons, il entend bien des bruits de circulation, donc la route doit pas être très loin. Il y a des gens qui parlent, qui n'identifient pas très bien. Puis ce qu'il perçoit à un moment donné, c'est qu'il pleut, vraisemblablement parce qu'il entend un bruit d'eau. Ça ressemble vraiment à de la pluie qui coule. Tout ce que je peux vous raconter sur le lieu, c'est tout ce que je viens de vous dire par mon goût, mon odorat, mon toucher, mon ouïe. Je ne peux pas dire plus. Et puis on va enlever le bandeau. Et là, d'un seul coup, mais tout est clair, tout est évident. Il s'aperçoit que, ah bah oui, effectivement, on est dans une salle de restaurant ou une salle d'hôtel, je ne sais pas. Donc, bon, d'où les tables, les chaises, effectivement, les baies vitrées, les murs. Donc, la salle est assez grande. D'où, effectivement, aussi l'odeur de café qui reste et de croissant. Je vois à travers la baie vitrée que, bah, on n'est pas très loin d'un champ de lavande. Du coup, bah, ça nous situe en Provence. La route n'est pas loin, c'est pour ça qu'effectivement, j'entendais les bruits de voitures. Par contre, alors là, bizarre, il fait plein soleil. Moi, j'entendais de la pluie. Puis il tend l'oreille, puis j'entends toujours de la pluie. Il tourne, mais ah, mais ça vient de la pièce à côté, il y avait une fontaine d'intérieur. Et ça ressemblait vraiment à de la pluie qui coulait. La vue d'un seul coup nous donne une vision complètement synthétique. Et à l'intérieur de cette synthèse, tous les éléments prennent leur place. On peut dire que tous les éléments, les uns par rapport à les autres, tout ça prend une logique, tout ça prend une explication. Tout est explicable. J'ai vu, j'ai tout compris. Alors allons un petit peu plus loin maintenant par une espèce de démonstration par l'absurde, en essayant d'imaginer qu'est-ce que pourrait être une humanité qui n'aurait pas du tout développé le sens de la vue. Qu'est-ce qui n'existerait pas, pour montrer un petit peu l'importance, si l'humanité n'avait jamais développé le sens de la vue. Déjà, premièrement, il faut bien se rendre compte que l'espace-temps ne serait absolument pas perçu de cette manière-là. L'espace-temps est effectivement en beaucoup de choses, je n'aurai pas le temps de le développer, mais c'est pour beaucoup une grande propriété de la vue. En effet, c'est vrai que les autres sens sont très plus dans la localité. Ce que je goûte, ce que je sens, ce que je touche, c'est complètement local, c'est particulier. Même le sens de l'ouïe va beaucoup plus loin. Mais le sens de la vue, mais lui, c'est un panorama. C'est-à-dire que quand on a le sens de la vue, d'un seul coup, c'est l'espace à perte de vue, comme on dit, qui s'offre vraiment, c'est vraiment quelque chose d'immense. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. On a l'espace non seulement horizontal, mais vertical, du haut en bas. C'est absolument prodigieux. Donc, d'un seul coup, c'est toute cette notion d'espace qui disparaîtrait. On n'aurait plus du tout le même sens du temps, on ne verrait plus du tout les rythmes circadiens, l'alternance des jours, des nuits, des saisons, etc. Donc il y aurait certainement encore un sens du temps, mais il ne serait pas du tout le même que celui que l'on a maintenant. Très différent. Les phénomènes comme le soleil, la lune, disparaissent complètement. On a une vague sensation de lumière, plus ou moins, mais c'est tout. On ne peut plus du tout découvrir quoi que ce soit dans l'univers qui nous environne. Naturellement, l'histoire d'avoir le cosmos, les étoiles, les galaxies, etc., alors ça, n'en parlons pas. L'infiniment petit, n'en parlons pas non plus. Donc ça resterait extraordinairement limité dans notre sphère. Y compris pour la découverte, par exemple, de ce qui nous entoure, les animaux, les végétaux, les minéraux. Qu'est-ce que vous voulez découvrir quand vous n'avez pas la vue? Juste les animaux, les végétaux, les minéraux qui sont là, à côté de vous. Ceux que vous pouvez toucher ou les animaux que vous pouvez entendre. Mais vous ne pouvez pas aller découvrir tout ce qui existe sur la planète. D'ailleurs, comment le feriez-vous? Si vous n'avez pas la vue, vous n'avez pas le déplacement. Vous n'avez plus qu'à vous déplacer juste d'une manière très locale, mais vous ne pouvez pas envisager des grands voyages. Et là, vous avez le secret. Pourquoi est-ce que l'organe d'action, comme pour tous les sens que nous avons vus, l'organe d'action du sens de la vue, c'est les jambes. Si on n'a pas de vue, on n'a pas de jambes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment voyager. D'où le vieux proverbe français que vous connaissez peut-être, bon pied, bon oeil. Donc on ne pourrait pas du tout aller à la découverte de la planète. Ce serait strictement impossible. Donc si l'humanité n'avait pas développé la vue, on passerait complètement à côté de tout ça. Pas de découverte. Et du coup, pas d'incitation à aller chercher le mental, à comprendre comment ça marche. Comment ça marche quoi? On ne peut pas. Donc si je ne comprends pas, je ne peux pas. Donc ce serait une humanité comment? Ce serait une humanité qui fonctionnerait uniquement sur les 4 autres sens. Donc une humanité très sensible, qui certainement gagnerait en concentration. Peut-être beaucoup moins dispersée par tout ce qui passe comme ça. Parce que la vue nous disperse beaucoup, avec sa richesse d'informations. Donc on serait certainement beaucoup plus reconcentré. Et puis certainement on serait une humanité beaucoup plus sensible à l'intérieur, beaucoup plus à l'écoute de nous-mêmes. Peut-être même on aurait une démarche spirituelle qui nous mènerait, parce que le sens de l'ouïe, comme nous l'avons vu, c'est vraiment ce qui nous amène à entendre progressivement une présence à l'intérieur de nous. Et puis le sens du toucher nous amène le contact. Donc on aurait certainement quelque chose comme ça, mais extraordinairement mystique. C'est-à-dire qu'on serait là, on serait peut-être dans cette lumière intérieure, peut-être qu'on aurait découvert la lumière intérieure, parce qu'on n'a pas besoin des yeux pour ça, mais il n'y aurait pas du tout l'intervention du mental et de sa richesse de créativité. On pourrait se dire, mais quand on décrit comme ça une humanité qui serait uniquement très sensible, mais qui ne se pose pas du tout de questions, parce qu'elle ne peut pas se poser de questions, qui ne cherche pas du tout à comprendre quoi que ce soit, on pourrait se dire, mais il y a quand même sur Terre, là en ce moment, énormément de gens comme ça.
Ils ne sont pas du tout aveugles, hein. Ils ont le sens de la vue, mais alors ils ne s'intéressent absolument pas. Le monde comme ça, le monde de la science ou le monde des explications, ça ne les passionne pas. Ce qui les intéresse, c'est simplement voilà, leur vie. Ils ne cherchent pas du tout à comprendre le monde d'une manière ou d'une autre. Ah ben oui, absolument. C'est ce que je vous disais un petit peu au début. Le sens de la vue est un des fantastiques projets de l'humanité actuelle. C'est-à-dire que oui, on a tous le sens de la vue, mais est-ce que, comme on en reste au niveau animal de la vue, ou est-ce qu'on va aller plus loin? Est-ce qu'on va réussir finalement à aller chercher tout l'aspect psychologique qu'il y a derrière la vue, que finalement mobilise la vue, tout cet aspect mental? Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un des grands défis de l'humanité que de réussir à associer de plus en plus le sens de la vie et la créativité mentale. Alors on pourrait se demander aussi, alors tous les non-voyants, pas de mental, pas de jambes. Pourtant, moi je connais des non-voyants, ils marchent, hein, puis il y en a même qui crapahutent, il y en a même qui font des randos. Ah oui, absolument. Et puis ils ont un mental. Seulement, ils bénéficient de tout un ensemble. Moi, ce que je vous proposais pour essayer de voir l'importance du sens de la vue, c'est si personne n'avait la vue. Naturellement, les non-voyants dans notre société, ils sont entourés de personnes qui ont la vue, ils bénéficient de toute une société, de toute une technologie, de toute une aide, de toute une solidarité, de tout un processus d'enseignement, d'éducation, qui font que naturellement, ils ont des jambes, ils s'en servent, et ils ont également donc un mental pour s'en servir également. Je vais vous montrer simplement ce côté un petit peu par l'absurde, pour vous montrer tout ce qu'on perdrait si on n'avait pas le sens de la vue, parce que quelquefois, on ne s'en rend pas compte. Alors, à la suite de ça, on pourrait dire, mais alors est-ce que c'est vraiment le roi des sens? Est-ce que c'est vraiment le sens qu'il ne faut pas perdre? Alors pourtant, la fois dernière, on disait que le sens à ne pas perdre parce qu'on en meurt, c'est le sens du toucher. Est-ce que c'est le roi des sens? Il faut voir. D'abord, comme vous l'avez deviné, il n'est pas du tout objectif. Il est certain qu'il est aussi subjectif que les autres. Quand on réfléchit, on voit bien que c'est un processus donc très très compliqué et qu'on va détailler un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment pas quelque chose qui nous montre le monde tel qu'il est. Ça va passer par tout un phénomène donc de traitement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu son but. C'est de comprendre que le processus de la vue, c'est pas du tout quelque chose qui est censé simplement nous montrer le monde. Ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que pour nous montrer le monde, le processus de la vue, il a absolument besoin de la lumière. Donc c'est quelque chose qui doit nous révéler l'environnement par le moyen de la lumière. Le sens de la vue est quelque chose qui révèle la lumière du monde extérieur et, comme on va le voir après, intérieur. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir et ne pas perdre de vue. Quand on va travailler la vue, on travaille sur le monde de la lumière. Quelle lumière? Alors, elles sont de deux sortes. En fait, quand on voit la lumière du monde, il y a ce qu'on appelle les sources de lumière. Alors ces sources de lumière, c'est avant tout naturellement le soleil, ce sont les étoiles qui diffusent de la lumière par eux-mêmes. Et puis à l'intérieur, comme on l'a ici, ce sont des ampoules électriques. Donc tout ça, ce sont des sources de lumière. Mais ça, c'est donc quelque chose qui est très important, mais qui ne représente pas vraiment tout ce que nous pouvons voir. Par exemple, que nous nous regardons les uns les autres, ou quand nous regardons la salle, certes, il y a des lumières, mais ce n'est pas ça qu'on regarde, si on se regarde les uns les autres, et qu'on se voit, c'est tout simplement parce que chacun d'entre nous reflète de la lumière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il y a une source de lumière, tout ce qui existe dans le monde reflète la lumière, à commencer par la Lune et les planètes. Si on voit la Lune et les planètes, c'est uniquement parce qu'ils reflètent le Soleil. Ils n'ont aucune lumière propre. Ce ne sont pas des sources de lumière. Et donc chacun d'entre nous, nous sommes également des reflets de la lumière. On se voit très très bien uniquement parce qu'on va refléter une certaine lumière. Le sens de la vue travaille avec la part de lumière que chacun d'entre nous rayonne ou reflète. Le sens de la vue travaille avec la part de lumière que chacun d'entre nous rayonne ou reflète, ou que chaque chose rayonne ou reflète. Alors comment ça marche? Toutes ces sources lumineuses, notre œil va les capter au moyen de cellules photoélectriques, un peu semblables à ce que l'on a maintenant dans nos appareils photo numériques. Et donc ces cellules captent la lumière et vont les envoyer au cerveau sous forme d'électricité. Il y a deux sortes de cellules. Il y a ce qu'on appelle les cônes, qui sont spécialisés dans la lumière du jour. Et en plus, ils sont spécialisés dans la perception des couleurs. C'est pour ça qu'il y a trois sortes de cônes qui correspondent aux trois lumières fondamentales que sont le bleu, le rouge et le vert. Et donc, on a des cônes qui perçoivent le bleu, d'autres qui perçoivent le rouge et d'autres qui perçoivent le vert. Bien, on va voir pourquoi tout à l'heure. Et puis, vous avez des bâtonnets qui, eux, sont spécialisés pour la vision nocturne et pour le mouvement. Et donc, toute cette petite cellule photoélectrique envoie de l'électricité au cerveau. Et à partir de là, le cerveau va devoir traiter toutes ces informations.
Et donc vous commencez à voir combien tout ceci n'a rien de direct. Le monde extérieur, il est traduit par la lumière, transmis par des cellules photoélectriques. Tout ceci aboutit au cerveau. Et le cerveau, il va devoir traiter, décoder. D'ailleurs, la première chose qu'il fait, c'est devoir de redresser l'image qui est arrivée dans l'œil à l'envers. Et ensuite, il doit interpréter, analyser tous ces signaux en termes de forme, de structure, de relief, d'espace, de distance, de couleur, etc. pour nous donner ce que nous appelons, nous, une image, une vue. Donc, vous voyez tout le traitement. Tout ceci pour vous dire que ça ne ressemble pas du tout à quelque chose qui ne serait totalement objectif, à quelque chose qui fonctionnerait en direct, comme si tel que je le vois, pouf, le monde est comme ça. Non, certainement que la vue ne nous montre pas le monde tel qu'il est. Allons un petit peu plus loin en regardant tout ce que ça implique, tous ces traitements, en particulier justement par rapport à 3 domaines. Ça va vous paraître peut-être un petit peu bizarre parce qu'on va traiter vraiment de la vue physique, mais je vous en parle un petit peu plus en détail parce que vous allez voir ce qu'on va voir à propos de cette vue physique, ça a des conséquences après dans la vue psychologique. Et tout ce qu'on va voir là d'une manière physique, on va le retrouver après dans la vision intérieure. 3 exemples pour vous montrer justement ce qui se passe dans cet important traitement de toutes ces impulsions électriques au niveau du cerveau. D'abord les couleurs. Nous sommes tous à peu près persuadés, si on n'a pas étudié la question, que les couleurs existent telles qu'elles sont et que les objets ont tous une couleur. On a tous là des vêtements rouges, verts, violets, bleus, blancs, etc. Donc on a tous des couleurs et naturellement, chaque fois qu'on ressort le même vêtement, il ne change pas de couleur. C'est évident que c'est toujours celui de la même couleur et on le choisit par rapport à ça. Donc nous sommes persuadés que ce mur du fond est vert, que ici tout est blanc et que j'ai une chemise bleue et que c'est comme ça. Eh ben non. Les objets n'ont absolument pas de couleur. Rien ne possède de couleur. La couleur n'est pas une qualité de l'objet, la couleur est une qualité de la lumière. La preuve, dans le noir, il n'y a plus aucune couleur. Vous allez me dire, bah évidemment, c'est de la triche, on n'y voit plus. Ah non, non. Dans le noir, les objets gardent parfaitement leur structure, ils gardent leur poids, ils gardent leur masse, mais ils perdent leur couleur. Quand il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de couleur. C'est donc bien une propriété de la lumière et pas du tout une propriété de l'objet. C'est intéressant à voir de plus près parce que vous allez voir, là encore, comme je vous le disais, on va retrouver ça au niveau psychologique. Quand on a de la lumière blanche et qu'on divise avec un prisme cette lumière blanche, on a ce qu'on appelle un arc-en-ciel. Et vous savez que si on passe cet arc-en-ciel à nouveau dans un prisme, on a à nouveau une lumière blanche. Bon, mais on n'est pas du tout la peine de prendre de tout l'arc-en-ciel. Il y a seules 3 lumières colorées fondamentales. Le bleu, le rouge et le vert, qui sont les lumières fondamentales. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est même pas vrai. Les 3 couleurs fondamentales, c'est le bleu, le rouge et le jaune. Non, ça ce sont les couleurs fondamentales, ce ne sont pas les lumières fondamentales. Et la différence entre les deux, vous allez voir, est extrêmement importante. En effet, ce qu'on voit quand on parle de la source de lumière, les lumières qui viennent d'une source, c'est effectivement du bleu, du rouge et du vert. Et si vous prenez un projecteur bleu, un projecteur rouge et un projecteur vert, et que vous les faites converger sur une surface, vous allez voir que votre surface, elle est parfaitement blanche. Elle n'est ni bleue, ni rouge, ni verte, elle est complètement blanche. Car les 3 en même temps, bleu plus rouge plus vert égale blanc. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Qu'est-ce que c'est donc que les couleurs ? Les couleurs, c'est simplement une propriété de la surface de l'objet que vous considérez. C'est un aspect donc dû à la matière considérée. Par exemple, ce tableau que vous voyez blanc, vous dites, il est blanc ce tableau, pas du tout. Il est simplement fait d'une certaine matière dont les propriétés moléculaires suffisamment resserrées vous reflètent et vous renvoient à votre œil un maximum de lumière blanche. Donc il vous apparaît blanc. Mais s'il vous apparaît blanc, c'est uniquement parce qu'il renvoie la lumière blanche. Mais lui, il n'est pas blanc, il n'est rien du tout. La preuve, c'est facile à faire. Il suffit de remplacer la lumière blanche que nous avons ici par une lumière rouge et le tableau vous apparaîtra rouge. Vous mettez une lumière bleue, le tableau vous apparaîtra bleu. Vous mettez un vert, il vous apparaîtra vert. Donc la matière de ce tableau, la matière de cette feuille blanche ne fait que refléter le type de lumière qu'on lui envoie. Donc il n'est d'aucune couleur. Ça n'existe pas. À l'inverse, ce qu'on appelle le noir. Par exemple, si ici, je suis en train de faire un gros pâté comme ça, je fais un gros point noir sur le tableau, et vous me dites, bon ben voilà, là tu es quand même en train de faire un point noir. Pas du tout. Là je suis en train d'étaler une certaine matière qui a comme capacité de garder complètement la lumière. Ça veut dire que cette matière que je viens d'étaler là, elle garde toute la lumière uniquement sur ce point. Et donc, à votre œil qui est ici, on imagine ici l'œil, et bien là, c'est vrai que l'œil, par rapport au blanc, tout vous est renvoyé. Là, par rapport au noir, il n'y a absolument rien qui vous est renvoyé. Donc, vous le voyez noir. Mais ce n'est pas du noir, c'est une matière qui garde tout simplement la lumière.
Et alors, qu'est-ce qu'elle va devenir cette lumière qui est gardée par le point? Elle devient chaleur. Si on avait un thermomètre ultra sensible, on pourrait voir que maintenant, la température de ce point noir est sensiblement plus élevée que ce qui est dans le blanc, puisque tout est renvoyé. C'est pour ça qu'on fait des panneaux solaires dans une matière qui garde complètement la lumière, et qu'on appelle le noir. Mais comme vous pouvez le voir, le noir n'existe pas. Le noir n'est pas une couleur. Le noir, c'est simplement une absence de lumière. C'est que notre œil ne perçoit rien. Donc pour nous, c'est noir. Comme le blanc est tout à fait de la lumière. Naturellement, le miroir est encore plus parfait. Le miroir, c'est ce qui renvoie complètement toute la lumière. Mais alors, comment à partir de là, on a cette diversité de couleurs? Parce qu'on voit bien, bon, si c'est facile, si par exemple l'objet garde le bleu et le rouge, mais qui renvoie le vert, l'objet est vert. S'il renvoie le rouge, l'objet est rouge. S'il est bleu, mais bon, d'accord, mais ça nous fait que 3 couleurs. Comment est-ce qu'on arrive à plus de couleurs? En combinant. Il suffit d'imaginer que par exemple l'objet, là, il va garder le vert. Mais en gardant le vert, il va renvoyer à notre œil le bleu et le rouge. Alors ça fait quoi quand notre œil perçoit le bleu et le rouge? Comment le cerveau traite ça et qu'est-ce qui apparaît comme couleur? Eh bien, le bleu et le rouge, ça va donner ce qu'on appelle le rouge magenta. Et puis imaginons maintenant qu'il garde le rouge, mon corps là, et qu'il renvoie le bleu et le vert. Qu'est-ce que ça donne quand on renvoie le bleu et le vert? C'est un bleu particulier qu'on appelle le bleu cyan. Et enfin, qu'est-ce que ça donne quand il renvoie à notre œil le rouge et le vert en même temps? Nous, habitués aux couleurs, on va dire rouge et vert en même temps, ça fait marron. Pas du tout, ça fait du jaune. Si vous ne croyez pas, vous n'avez qu'à faire l'expérience, vous prenez un projecteur rouge, un projecteur vert, vous mettez les deux au centre et vous avez du jaune. Et c'est comme ça qu'on obtient le jaune. Et là, qu'est-ce qui apparaît? Les 3 couleurs fondamentales, les 3 couleurs primaires que vous trouvez dans toutes les cartouches d'imprimante. Et vous ajoutez le noir, vous avez la quadrichromie. Donc c'est à partir de ces couleurs qu'effectivement on a ça. Mais comme vous pouvez le voir, là nous avions une source. On a 3 sources lumineuses, bleu, rouge, vert, qui donnent du blanc. Et qui, à travers notre œil, quand ça se reflète, vont donner naissance à ce que nous on va appeler les couleurs. Avec tous les degrés de nuances que vous pouvez imaginer, parce qu'à partir de là, ça se combine un petit peu à l'infini. Et donc, nous, on voit apparaître du rouge magenta, du bleu et du jaune, et c'est ce qu'on appelle, nous, les couleurs. Mais ce n'est plus qu'un reflet. Et encore une fois, ce n'est certainement pas la couleur des objets. Et c'est assez amusant, d'ailleurs, comme système d'inversion, de croire que la couleur de ma chemise est bleue, alors qu'en fait, c'est que ma chemise ne veut pas du bleu. Elle vous renvoie le bleu qu'elle ne veut pas. Donc, la couleur que l'on voit des objets, c'est la part de la lumière blanche qu'elle refuse. Et c'est pourtant celle qu'on attribue. Vous voyez un petit peu le décalage? C'est assez amusant. Bon, et à partir de là, c'est pas fini. À partir de là, si vous combinez le rouge et le bleu, on va avoir ce qu'on va appeler le violet. Là, ok. Là, on rentre enfin dans ce qu'on connaît. Avec des pinceaux, avec des crayons de couleur, on va obtenir ça. Si on mélange le bleu et le jaune, on va obtenir le vert. Et si je mélange donc le rouge et le jaune, on va obtenir l'orange. C'est ce qu'on appelle les couleurs secondaires. Et donc on a 3 niveaux. On a la source, les sources de lumière, un premier niveau de reflet qui nous donne les 3 couleurs primaires, et un deuxième mélange, un reflet encore plus dense, qui nous donne les couleurs secondaires. Plus vous additionnez des lumières colorées, bleu, rouge, vert, mais vous pourriez en mettre plein d'autres, plus vous additionnez des lumières colorées, plus vous allez vers le blanc. C'est ce qu'on appelle des lumières additives, des couleurs additives. Plus elles s'additionnent, plus elles vont vers la lumière. Au contraire, plus, et on l'a tous fait quand on est gamin, plus vous barbouillez avec des pinceaux du rouge, plus du bleu, plus du jaune, plus vous additionnez ça, plus vous allez vers le sombre, vous allez vers le marron, vous allez vers le noir. C'est ce qu'on appelle les couleurs soustractives. Ces couleurs additives, elles s'additionnent pour aller vers le blanc, les autres, elles s'additionnent pour aller de plus en plus vers l'obscurité. Donc voilà, ça nous donne 3 niveaux et on va retrouver justement tout à l'heure ces 3 niveaux. Vous allez voir, c'est assez intéressant parce qu'au niveau psychologique, on retrouve ça aussi. Tout ceci pour vous montrer combien, rien que du point de vue des couleurs, l'œil nous trompe. Comment on pourrait croire que les objets sont ceci ou cela, que nous-mêmes on porte telle ou telle couleur, alors que pas du tout. Tout ceci est tout simplement un jeu de lumière. Et par conséquent, notre œil joue avec ça et notre cerveau traite tout ça. Alors, deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est la notion de perspective. Là, on est complètement dans la structure. C'est vrai que la perspective, c'est pas du tout quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui a été découvert un peu par les Grecs, mais très peu utilisé. Mais par contre, ça a été vraiment complètement mis au goût du jour au moment de la Renaissance, au XVIe siècle. Et là, les peintres de la Renaissance ont vraiment complètement développé toutes les structures de la perspective, Léonard de Vinci, Michel-Ange, etc. Donc ça a été vraiment quelque chose de très 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 fort. Et toutes les peintures se sont trouvées complètement bouleversées. Mais c'est quelque chose auquel l'œil n'était pas forcément habitué. Il a fallu une éducation.
Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'œil s'est éduqué aux couleurs. Mais par exemple, l'œil n'est pas encore éduqué à l'infrarouge. Il y a des savants qui ont trouvé que sur des souris, en mettant par exemple des nanoparticules dans l'œil, eh bien, leur œil devenait sensible aux infrarouges. Et ils disaient vraisemblablement que ça marcherait aussi chez les humains. Mais ils ajoutaient, pas sûr que le cerveau puisse en faire quelque chose. Et vous voyez, on commence à voir là l'importance de l'éducation du cerveau dans tous les sens, et y compris là dans la vue. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la perspective, si vous présentez un grand personnage, pour vous à l'avant-plan, et puis un petit personnage qui pour vous forcément représente l'arrière-plan, à un enfant, à un jeune enfant, il va vous demander pourquoi il y a un grand monsieur et un petit monsieur. La perspective ne saute pas du tout aux yeux. Quand on a notre œil qui analyse la distance en 3 dimensions, ah oui, en 3 dimensions, la perspective, elle est évidente. Mais quand on traduit ça sur une feuille en 2 dimensions, c'est tout à fait une astuce. Et dessiner en perspective, et ressentir la nécessité de dessiner en perspective, n'apparaît chez l'enfant que relativement tardivement, vers 8-9 ans. Sinon, avant, on dessine tout exactement sur le même plan et un même plan. Donc ça aussi, c'est une éducation de l'œil, c'est pas du tout évident. Et c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui se développe. Intéressant aussi de faire le rapport entre le fait que la Renaissance, après l'obscurantisme du Moyen-Âge, a été aussi la naissance du mental. On peut vraiment dire que dans notre monde, le mental a commencé vraiment à se réveiller complètement à partir donc de la Renaissance. Donc, renaissance de la vue, renaissance, vous voyez, de la perspective, des couleurs, etc. Ça a été vraiment un moment très très fort, donc cette renaissance. Et puis, troisième élément que je voulais vous montrer également, c'est combien, quand justement notre œil, il est habitué à décrire et à décoder certaines choses, certains paramètres, il est facile de le tromper. Vous avez tous joué avec les illusions d'optique. Notre œil est habitué à décoder dans certaines structures, dans certaines habitudes, et dès qu'on le change comme ça, et qu'on lui change ses habitudes, et qu'on le confronte à d'autres choses, plouf, il est paumé. Et donc c'est ce qu'on appelle les illusions d'optique. Et on en fait beaucoup de choses. Vous connaissez peut-être aussi les perspectives paradoxales. Ça a été inventé, ou du moins dessiné, par un dénommé Penrose, un mathématicien des années 50. C'est le premier qui a dessiné l'escalier perpétuel, en fausse perspective. C'est un escalier, si vous le suivez, il est en carré. Et si vous le suivez bien, il monte tout le temps. Ce qui est évidemment impossible. Ou il descend si vous allez dans l'autre sens. Et donc c'est l'escalier perpétuel, comme ça en carré, qui ne cesse de monter et ne cesse de descendre. Ça a été après complètement développé par ce génie du dessin qui est Escher, qui après a fait des dessins extraordinairement complexes avec des fausses perspectives, des objets impossibles, des architectures invraisemblables, et qui trompent complètement l'œil, parce que si vous le suivez, tout est toujours logique. C'est quand vous regardez globalement, ça n'a aucun sens, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas marcher comme ça, mais dans les détails, ça peut fonctionner. Or, notre œil, c'est intéressant parce qu'on va voir tout à l'heure combien il essaye de faire les rapports entre les détails et l'ensemble, et que là, on peut vraiment arriver à le tromper. Et puis enfin, les trompe-l'œil. Les peintures en trompe-l'œil qu'on trouve dans les bâtiments et qui sont quelquefois tout à fait étonnantes et qui font qu'on jurerait que c'est du vrai ou qu'on jurerait qu'il y a un espace où le bâtiment est ouvert. Ou bien vous connaissez peut-être aussi ce type extraordinaire qui s'appelle Julian Beever. Ça, je vous recommande, si vous ne l'avez jamais vu, d'aller voir ses œuvres sur Internet. Lui, il prend la rue. Il transforme la rue, il transforme les trottoirs, il fait des peintures en trompe-l'œil. Et là, vous n'oseriez pas marcher parce que devant vous, c'est le canyon, c'est un immense trou, c'est des immeubles, c'est des choses qui surgissent comme ça. Naturellement, ça ne peut être vu que d'un point particulier, parce que tout est en fausse perspective. Mais quand vous êtes sur ce point particulier, c'est absolument stupéfiant. Donc ça vous montre à quel point, là encore, notre œil physique, et on retrouvera ça tout à l'heure, il peut véritablement être trompé, il peut être leurré parce qu'il est habitué à un certain décodage. Il est habitué vraiment à percevoir les choses donc d'un certain point de vue, mais pas de tous les autres points de vue. Alors, à partir de là, on pourrait se dire, c'est vraiment pas objectif. C'est vraiment quelque chose dans lequel l'éducation est tout à fait fondamentale. Oui, l'éducation de la vue, comme pour les autres sens, naturellement, sinon on n'en traiterait pas, c'est tout à fait fondamental parce qu'on est vraiment formaté dans un certain processus de vue. On est habitué à voir les choses sous un certain angle, dans un certain point de vue. Et là, pas simplement au niveau physique. Par exemple, dans notre vie, on va retrouver ça aussi, dans notre façon de voir les choses, dans notre comportement, dans notre façon de voir les autres. On est formaté. Et si je reviens tout simplement un instant au niveau physique, c'est intéressant de voir que si vous allez par exemple vous promener en Amazonie, en pleine forêt amazonienne, avec un guide, vous pouvez être étonné qu'à un moment donné, vous dites, tu touches pas à l'arbre, là. Vous regardez là, bon. Là non plus, tu mets pas ta main. Ah bon? Attention, tu mets le pied là. Bon. Vous n'avez rien vu. Et quand vous lui demandez, il y avait quoi? Ah bah là, sur l'arbre à droite, là, il y avait une araignée. Bon, ils se font pas mal avec l'écorce, donc tu la vois pas, mais elle est mortelle.
Et à gauche, il y a des champignons un petit peu tout petits, mais si on n'est pas habitué, on ne les voit pas. Et là aussi, ça donne de l'urticaire très fort. Et là, il y avait un serpent, il ne fallait pas marcher dessus. Et vous n'avez rien vu. Lui, il a tout vu. Mais c'est normal, il voit des choses que vous n'imaginez même pas. Mais comme vous ne les imaginez pas, vous ne pouvez pas les voir. Comme vous ne les imaginez pas, vous ne pouvez pas les voir. Allez vous promener dans le désert avec aussi un nomade du désert. Pour vous, dans le désert, il n'y a que des cailloux et du sable. Et lui, il va remarquer des petites traces, des machins, des petits animaux, des petits morceaux de plomb, des trucs. Il dit, dis donc, finalement, il y en a des choses dans le désert. Mais vous, avant qu'il vous les montre, rien. C'est pas votre milieu, c'est pas votre espace. Et donc, c'est là que c'est important, vous voyez, de voir qu'on prend des exemples du point de vue physique, du point de vue de la vue, mais c'est pour tout pareil. Et c'est vrai que le nombre de choses qu'on ne voit pas dans la vie, le nombre de choses qu'on ne voit pas en nous, qu'on ne voit pas chez les autres, le nombre de choses qu'on ne voit pas dans le monde, parce que justement, on n'a pas du tout éduqué notre vision suffisamment à s'élargir. On a certaines tendances donc à avoir des œillères, et c'est vrai que l'éducation de la vue, on va en reparler tout à l'heure, mais l'éducation de la vue est une chose au moins tout à fait fondamentale. Parce que c'est ça qui nous présente une autre vision du monde. Alors on pourrait dire, du coup, il est vraiment important, donc ce sens de la vue. Oui, il est important parce qu'il est particulièrement riche. En fait, on va voir qu'il remplit son rôle, un peu comme d'autres sens, mais surtout qu'il se signale par une richesse, parce que tout simplement, il nous propose une vie panoramique, comme je le décrivais tout à l'heure, et il nous propose une synthèse. C'est le sens qui nous propose une synthèse. Et pas seulement une synthèse d'objets que l'on pourrait voir, mais qui va nous proposer la synthèse de tous les autres sens. De ce qu'on sent, de ce qu'on goûte, de ce qu'on touche, etc. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai proposé cette perception de l'autel, cet personnage qui essaie de découvrir. Et que d'un seul coup, quand il recouvre la vue, à quel point il fait toute la synthèse de tout ce que ses sens ont perçu, et tout ceci prend une place, et tout ceci donne une logique. Et d'un seul coup, c'est évident. Et c'est ça qu'amène la vue, c'est cet extraordinaire sens de la synthèse. Et en même temps, au sein de cette synthèse, c'est celui qui donne une explication tout à fait cohérente de la relation, du rapport qui existe entre tous les éléments qui font partie de cette synthèse. Comme tout à l'heure, je vous disais, nos autres sens, ils sont beaucoup plus dans la localité. Le sens de la vue, il est dans le global. Et donc, une des premières choses qu'il va nous faire, c'est le rapport qui existe entre le particulier et le global, entre l'individuel et tout ce qui existe au plus large qu'on puisse imaginer, entre ce que nous voyons là localement et puis ce qu'on peut imaginer donc globalement. Ça, c'est vraiment une de ses grandes qualités. Et donc non seulement il voit les rapports entre tout, entre les gens, entre les choses, entre les objets, non seulement il peut voir ça, mais en même temps il voit ce rapport justement même entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. D'une certaine manière, c'est ce que voient les scientifiques quand ils comprennent, parce qu'ils ont vu le monde de l'infiniment petit et la physique quantique, ils ont vu le monde de l'infiniment grand et la théorie de la relativité générale. Et quand ils voient ces deux mondes et qu'ils se disent « mais les deux théories ne sont pas compatibles, elles doivent être fausses, il faut trouver quelque chose », ça c'est une super vision globale. C'est qu'en voyant le rapport entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, non, il y a quelque chose qui n'est pas compatible, donc il y a quelque chose qui n'est pas juste. On a mal vu, il va falloir aller plus loin. C'est là que vous voyez, on voit à quel point, effectivement, le sens de la vue, il est très riche. Parce qu'il va nous amener aussi à faire des rapports, et on va revoir, entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qu'on sait et puis ce qu'on fait, entre ce qu'on dit et puis ce qu'on fait, entre la théorie et la pratique. Tout ceci, et toutes ces choses qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous amener régulièrement une dualité, tout ceci, il le voit. Tout ceci, il le met en évidence. Tout ceci, il crée un rapport. Et du coup, quelle est la question qu'il pose? Parce que chaque sens pose une question, comme nous l'avons vu. Et bien, la question fondamentale que pose le sens de la vue, enfin les questions qu'il va poser, c'est quel sens donner à cette synthèse globale? Comment interpréter cette synthèse globale? Comment comprendre les relations qu'on peut y percevoir entre tout ce qui existe? Pas simplement les voir, mais les comprendre. Quel sens ça a? Et finalement, tout ça, toute cette synthèse avec toutes ces composantes, quel sens fondamental ça peut avoir? Et puis au fur et à mesure qu'on va développer la vie intérieure, ça va aller encore beaucoup plus loin. C'est que finalement, c'est aussi comprendre quel est le rapport entre l'extérieur et la vie intérieure, entre ce que l'on voit et ce qu'on sait, entre ce qui apparaît et puis ce qui apparaît beaucoup plus donc subjectif, entre le subjectif donc et l'objectif. Tout ça, ce sont des questions, oui, toute cette notion de rapport, de relation, de compréhension. Ça, c'est ce que nous amène donc le sens de la vue. C'est dire à quel point, quand on ne veut pas voir, c'est qu'on ne veut pas comprendre. Mais ça, on le sait bien. Donc, le sens de la vue, c'est vraiment quelque chose d'important à cause de tout cela. Mais pas plus que les autres. Pas plus que les autres. Imaginons quelqu'un qui dirait, vu à quel point c'est le sens de la synthèse, à quel point il apporte des choses, si je devais garder qu'un seul sens, je garderais le sens de la vue. Eh oui,
Mais comme c'est le sens de la synthèse et que j'ai supprimé tout le reste, il fait la synthèse de quoi? De rien. Donc d'un seul coup, si on n'avait que la vue, il serait d'une pauvreté extraordinaire. Si on n'avait que la vue, on aurait simplement des images. Et des images mortes, sans vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, au cinéma, par exemple, qu'est-ce qui fait la vie au cinéma? C'est pas l'image, c'est même pas le grand écran, c'est le son. C'est la bande son qui donne la vie. Peut-être que vous avez déjà fait l'expérience. Si vous regardez un film et que vous coupez le son, même si ce film est émouvant, même s'il peut être violent, etc., vous voyez des gens qui tirent à la mitraillette, des gens qui sautent. Mais comme il n'y a pas le son, ça ne vous fait strictement rien. Vous allez vous endormir. Par contre, si vous écoutez la bande son dans une autre pièce, parce que quelqu'un regarde le film, puis ah ben là, vous allez en prendre plein. Ça veut dire que ce soit un film d'émotion, que ce soit un film de violence, etc. Si vous n'écoutez que la bande son, là, vous vous en prenez complètement plein les émotions. Donc c'est le son qui fait vivre ça. C'est pour ça que lors des films muets, il y avait toujours un accompagnement sonore. En direct, quelqu'un jouait, un pianiste qui jouait devant l'écran en essayant d'accompagner au mieux ce qui se passait dans l'action. Et tous les films muets avaient toujours une bande sonore. Et vous essayez d'imaginer, vous, un dessin animé de Tex Avery sans bruitage? Rien, nul. On ne peut même pas l'imaginer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas. On pense, nous, que c'est l'image qui rend les choses vivantes. Pas du tout. C'est le son. Et c'est pour ça que dans les handicaps, le handicap principal, c'est pas la cécité, c'est la surdité. Les gens qui ont tendance le plus à se replier sur eux-mêmes parce qu'ils sont un petit peu en dehors de la vie, effectivement, ce sont plutôt les malentendants que les non-voyants. C'est pour ça que, vous voyez, tout seul, ben non, il n'est pas mieux que les autres. Tout seul, il ne se suffit pas à lui-même. Il est vraiment nécessaire de les avoir tous. Si on rentre un peu plus haut, on va retrouver les aspects supérieurs de la vue. Qu'est-ce que la clairvoyance? Déjà, je voudrais mettre de côté 3 éléments. Le premier élément, c'est que la clairvoyance, on a tendance un petit peu à prendre ça comme justement des gens qui sont clairvoyants, on les appelle des voyants ou des voyantes. Ce sont des gens qui voient des choses dans l'astral ou qui voient l'avenir ou qui voient des images. Quelquefois d'ailleurs, on mélange allègrement des gens qui entendent ou des gens qui touchent, qui sont des psychomètres. Donc on ne parle pas de psychomètre ou de clairaudient, on met tout le monde dans le même sac de voyants, ce qui montre encore le côté synthétique de la vue. Mais pourtant, il y a les trois sortes. Non, ça, ce sont des personnes qui effectivement ont des perceptions dans le monde astral, mais qui ne sont pas vraiment ce qu'on appelle des clairvoyants. On peut mettre aussi de côté toutes les personnes qui ont d'autres visions de l'astral, parce que quelquefois, justement, ils font appel à certaines drogues hallucinogènes. Donc un petit peu d'ayahuasca, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et d'un seul coup vous voyez des choses un peu étranges, vous dites oh là là, bon, tout ça c'est votre œil physique qui voit ça. Mais ça vous montre combien votre œil physique qui envoie au cerveau, et qui c'est qui pilote le cerveau? C'est vous. Et donc selon l'état dans lequel vous êtes, ça donne des informations au cerveau, et le cerveau, il va tout à fait voir des choses qu'on ne pourrait pas voir autrement. Donc c'est notre œil physique qui effectivement envoie des informations qui habituellement ne sont pas du tout décodées par notre cerveau, mais qui dans certaines conditions peuvent l'être. Et voient apparaître des choses. Alors quelquefois, les gens qui ne croient pas au monde astral pensent que c'est complètement délirant et que le cerveau crée du coup des images délirantes. Non, c'est pas forcément le cas. Ça peut être effectivement des choses qui existent sur le plan astral, mais qui ne sont pas forcément perceptibles d'habitude. Par exemple, 3e élément, la vision du corps éthérique. Le corps éthérique, c'est ce corps d'énergie donc qui nous enserre et puis qui dépasse de nous de quelques dizaines de centimètres et qui est un rayon lumineux, qui est un rayonnement lumineux. Et ce rayonnement lumineux, il y a de plus en plus de gens qui le voient. C'est pas du tout un développement spirituel, c'est uniquement encore un développement progressif de l'acuité visuelle. Et dans l'avenir, tout le monde progressivement aura cette acuité visuelle et tout le monde verra le corps éthérique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être vraiment déjà développé à l'école. Il faudrait déjà que toutes les maîtresses et que tous les gens développent la vision éthérique et que finalement l'enseignent aux enfants. Parce que souvent ils l'ont au départ, puis ils finissent par leur perdre parce que quand ils disent mais je vois comme un rayonnement autour de toi, puis qu'on leur dit non mais arrête tes bêtises, on va aller chez l'opticien, parce que tu commences à avoir des rayonnements, voilà, c'est un peu décourageant. Alors qu'il y a beaucoup d'adultes qui commencent à voir ça et qui du coup peuvent s'entraîner, parce que c'est uniquement une question d'entraînement, et finalement le voient de plus en plus naturellement. Imaginez ce que ça peut apporter. Si d'un seul coup, une grande partie de l'humanité voit avec évidence le rayonnement énergétique qui nous entoure tous, qui nous relie tous en permanence, on se verrait tous là reliés les uns les autres, en train d'avoir des échanges d'énergie tous ensemble. Ce serait la démonstration de l'inséparabilité, puisque c'est ce que montre le corps éthérique. On verrait de nos yeux vus qu'on est tous inséparables et qu'on s'échange de l'énergie partout, et ceci à perte de vue. Ce serait vraiment un bouleversement complètement dans notre psychologie et dans notre façon de voir le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Mais tout ce que je viens de vous dire, donc des voyants, l'hallucination,
perceptions du corps éthérique, ce sont donc des perceptions de notre œil physique dans une certaine forme d'acuité. Ce n'est pas ça qu'on va appeler la clairvoyance. Non, la clairvoyance, d'une manière générale, ça va être justement de répondre aux questions qu'on a posées tout à l'heure par rapport au sens de la vue. Ça va être de répondre à la question, alors, que comprendre de cette différence entre ce qu'on sent ou ce qu'on sait et ce qu'on voit? Quelle différence entre différents niveaux de conscience? Qu'est-ce qu'il faut comprendre justement de cet écart qu'il peut y avoir entre ce que l'on peut vivre quelquefois à certains niveaux et puis ce que l'on vit à d'autres niveaux? Et c'est ça qui va être finalement la source de grand développement par rapport au sens de la vue. Comprendre le rapport entre les niveaux plus subtils et les niveaux inférieurs, entre le monde du concret et le monde beaucoup plus de l'abstrait. Et c'est ça qui fait que tous les gens qu'on va appeler plutôt des clairvoyants, ce sont des gens qui vont chercher à voir à travers la forme, à travers les apparences. C'est ce qu'on appelle des perspicaces. Per, c'est à travers, et spicace, c'est celui qui regarde. Donc le perspicace, qui fait preuve de perspicacité, c'est celui qui est clairvoyant, qui ne s'arrête pas simplement aux apparences. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune perspicacité. Ils voient ce qu'ils voient, puis c'est comme ça. Mais tu ne te poses pas de questions. Bah non, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais tu ne cherches pas à savoir pourquoi. Bah non, c'est comme ça. C'est malheureux, ou c'est heureux. Ça dépend comment ils sont. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce qu'on voit, c'est tout simplement, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien à aller voir au-delà. Ça, c'est justement le développement du mental qui fait encore défaut. Par contre, quand on a le mental, et dès qu'on voit quelque chose, dès qu'on se voit soi-même, ou dès qu'on voit les autres, ou dès qu'on voit la société, ou dès qu'on voit le monde, on se demande, mais d'où ça vient? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui les amène à faire ça? Mais pourquoi ce copain, je ne comprends rien, je ne vois pas pourquoi il fait ça, je ne vois pas pourquoi il se comporte comme ça. Et puis les gens là dans la rue, et puis le gouvernement, et puis le gouvernement de tel pays, et puis etc. Bref, on regarde le monde autour de nous, et on n'arrête pas de se poser des questions, parce que dire, mais entre ce qu'ils sont très certainement, et ce qu'ils font, ça ne va pas du tout. Ou alors, qu'est-ce qu'ils ont comme intention pour faire agir comme ça? Et quelquefois, comme c'est contradictoire, on ne comprend pas très bien. Et là, on voit combien le sens de la vue, dès qu'on commence à être curieux, qui est la plus grande qualité, c'est vraiment quelque chose qui stimule notre mental et qui va nous amener à aller chercher un petit peu ça. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour bien comprendre ça, je voudrais vous faire un autre tableau qui va reprendre les trois niveaux que nous venons de voir ici, entre la source, la lumière, entre les reflets, et puis tout ce qui va être donc au niveau des couleurs secondaires. D'abord, du point de vue de la lumière, on a ce qu'on pourrait appeler le monde de l'âme, qui est essentiellement lumière. On a le monde causal, c'est-à-dire le véritable monde des causes. Donc lumière, âme, causal, on est dans ce monde-là. Si je descends d'un cran, on va aboutir dans le monde des reflets, ce que nous avons vu tout à l'heure. Quel est le reflet de l'âme? La personnalité, le moi. Et donc finalement, qu'est-ce que nous renvoyons, nous, comme couleur apparemment aux autres? Qu'est-ce que nous renvoyons? C'est simplement des reflets déformés de l'âme. L'âme nous éclaire de toute sa lumière blanche, pour reprendre le symbole que j'ai pris là. Ben nous, on n'a pas toute cette lumière blanche, sinon on serait complètement comme ça. On a juste des petits reflets. Vous retrouvez ça dans le Seigneur des Anneaux. Au début, Gandalf, il est gris. Parce que justement, bah voilà, sa personnalité est encore telle que l'âme qu'il est à l'intérieurement n'irradie pas complètement à travers lui. Puis il devient Gandalf le blanc, après des expériences initiatiques, qui reflètent complètement ce qu'il est fondamentalement. Et donc la personnalité, c'est le monde des couleurs. Donc lumière, couleur. Et puis, nous avons vu un troisième niveau, donc les couleurs secondaires. Eh bien, on pourrait dire que c'est le monde des faits, c'est le monde des effets, c'est le monde concret, c'est le monde des couleurs secondaires. Je prends ce tableau parce que c'est intéressant de le travailler avec les couleurs pour vous montrer le rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure. En effet, nous sommes tous une certaine lumière de l'âme. Mais il est bien évident que cette lumière de l'âme, quand elle cherche à passer à travers la personnalité, comme je viens de vous le dire, il y a beaucoup de déformations, il y a beaucoup de filtrage, et ce qui ressort, c'est vraiment très maigre par rapport à ce qu'est la source. Donc on est une certaine couleur, plus ou moins brillante, plus ou moins terne, et cette personnalité, c'est elle qui va faire des effets dans la vie. C'est elle qui va créer, c'est elle qui va créer l'actualité, c'est celle qui va créer le quotidien. C'est cette personnalité qui agit en créant d'autres couleurs. Et on voit donc comme ça comment progressivement eh bien, l'âme que nous sommes traverse la personnalité qui donne des effets. Ou si vous préférez, la lumière eh bien, aboutit à une certaine couleur, il y a des couleurs secondaires. Et donc on a comme ça tout ce processus de matérialisation. Et c'est là, on voit bien le processus d'involution et d'évolution, on voit bien comment depuis l'âme, on involue de plus en plus vers le monde de la matière et des choses éventuellement très sombres. Si à partir de là on fait des effets, on a de plus en plus dans l'involution. Et l'évolution, ça va être de dire, mais et si on remontait? Et si on essayait d'être perspicace et de voir à travers le monde des formes, on essaie de remonter, mais qu'est-ce qui est en jeu en vrai? À partir de ces couleurs secondaires, qu'est-ce qui se passe?
Donc on va le faire pour nous, on va le faire par rapport à la société, et ça va être le premier degré qu'on pourrait appeler de clairvoyance, qu'on va appeler la clairvoyance émotionnelle. Cette clairvoyance émotionnelle, entendez par là, c'est émotionnel et mental. C'est la clairvoyance de la personnalité. C'est le premier degré de clairvoyance. Qu'est-ce qui va se passer? Dans ce premier degré de clairvoyance, on va essayer de dire, mais à partir du moment où je vois tous les effets, à partir du moment où je vois la vie telle qu'elle est, il faut vraiment que j'essaie de comprendre ce qu'il y a au-delà. Et je vais chercher à remonter. Par exemple, pour reprendre l'image des couleurs, là j'ai de l'orange. Et je me dis, voilà, j'ai une situation orange. Et je voudrais vraiment comprendre à quoi c'est dû. Je vais remonter au niveau des couleurs. Et là, je vais découvrir que si tu as de l'orange là, c'est parce que tu as mélangé du jaune et du rouge. Voilà, je l'ai mon explication. Je suis remonté dans le monde des causes. C'est orange parce qu'à un moment donné, on a mélangé du jaune et du rouge. Vous avez là pour l'instant à peu près toutes les explications dont nous sommes capables, nous, dans le monde actuellement. En effet, c'est déjà beau, hein. En ce qui nous concerne et en ce qui concerne les autres, c'est la psychologie qui nous a mis la puce à l'oreille. C'est la psychologie qui nous a dit, attention, si vous agissez comme ça, il n'y a pas très longtemps que la psychologie a mis ça en évidence, c'est parce qu'en nous, nous avons des tendances, c'est parce que nous avons justement des tendances psychologiques inhérentes à ce que nous sommes. Et c'est ça, ce sont ces tendances qui amènent ces effets-là. Et puis d'autres théorie, hein. C'est parce que vous avez tel ou tel rayon, c'est parce que vous avez telle carte astrologique. Bref, il y a toutes sortes de choses qui font que nous sommes des énergies, nous sommes des éléments, nous sommes toutes sortes donc de tendances psychologiques, et c'est tout ça qui joue là. Et quand on veut comprendre qu'est-ce qu'on joue au quotidien, qu'est-ce qui se passe au quotidien, pourquoi j'ai tel défaut, pourquoi je ne me sors pas de ça, pourquoi je retombe toujours dans les mêmes erreurs, je vais essayer de remonter là. Ah, mais d'accord, c'est parce que je mélange ça et ça. D'accord, ok, je vais essayer de comprendre. Et là, souvent, on dit « chic, j'ai compris ». Et la plupart du temps, quand vous regardez la télévision, ce que les psychologues vous expliquent par rapport à la société, ou ce que les journalistes tentent de vous expliquer par rapport au monde, en disant « bon, c'est une situation pas claire en ce moment au Proche-Orient, essayons de faire un petit peu la lumière là-dessus. Essayons d'y voir clair ». Et oui, on emploie toujours des mots par rapport à la vue. Y voir clair, faire de la lumière, faire toute la lumière là-dessus, mais où est-ce qu'il remonte ? Ils remontent tout simplement à ce premier degré de clairvoyance, qui va être cette clairvoyance. Là, ils vont remonter à la couleur, ils remontent à la personnalité, ils remontent au reflet. Mais c'est tout. Je n'ai jamais encore vu qui que ce soit dire « faudrait remonter un peu plus haut, parce que là, on est un peu court ». Pour l'instant, on en est là. Je dénigre pas, hein. C'est un premier pas déjà très intéressant, parce qu'encore une fois, vous connaissez certainement plein de gens qui ne remontent jamais là, qui ne se posent jamais la question « pourquoi est-ce que j'ai de l'orange ?» J'ai de l'orange. Oui, mais tu ne te poses pas la question d'où il vient l'orange, je m'en fous. Il est là, il est là. Bon. Alors que quand on commence à dire, c'est effectivement, j'ai mélangé du jaune et du rouge. Et que là, après, on se dit, mais il vient d'où ce jaune et ce rouge? Ah, il va falloir remonter. Alors, au début, c'est vrai qu'on peut se poser la question sans forcément avoir la réponse. C'est quelque chose qui va encore demander une éducation. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que le monde, justement, de la vue, il nous amène progressivement donc, à pouvoir remonter. Mais remonter, est-ce que c'est la vue qui nous fait remonter? Est-ce que c'est la vue qu'il faut éduquer? Pas du tout. C'est le toucher. Et c'est là où on retrouve l'extraordinaire rapport entre tous ces sens. Nous l'avons vu, combien le mois dernier, c'est par le toucher qu'on prend contact avec l'essentiel, qu'on prend contact avec l'âme, qu'on devient l'âme, qu'on remonte progressivement à la source. C'est le toucher qui fait ça. On commence par l'ouïe. L'ouïe nous sert à percevoir des vibrations. On commence à voir que les choses existent parce qu'on en perçoit la présence, on en perçoit la vibration, puis on se rapproche, on touche, et là, ok, ça existe. Donc si on en reste là pour l'instant, c'est parce qu'on ne prend pas encore le sens du toucher suffisamment au sérieux. C'est qu'on ne va pas toucher beaucoup plus haut. Donc tant ce que je touche, c'est moi, ce que je touche, c'est la personnalité, ce que je touche, c'est le monde des reflets, c'est le monde des couleurs, et bien le monde des explications, il est forcément là-dedans, et le monde causal, il s'arrête là. Voilà, le monde des causes de ce qui se passe dans le monde, c'est uniquement parce que les couleurs se mélangent. Ok, on en est là, mais on va pouvoir effectivement aller plus loin. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir combien, quelquefois, on est très content d'être là. Et on s'arrête là. Et nous-mêmes, par le savoir, par les connaissances, et nous-mêmes, quand on a fait des recherches, et qu'on s'est dit « Ah, mais j'ai étudié un peu cette question, j'ai étudié ce problème », mais là, vraiment, je peux te dire que ça vient de là. Hein. On voit bien dans le domaine de la maladie, dans le domaine psychosocial, dans le domaine de la politique, dans tous les domaines, vous pouvez voir, on fait des recherches pour savoir d'où ça vient, et on aboutit à quelque chose qui n'est pas plus haut qu'ici, pas plus haut que les couleurs. Et du coup, on est fier, puis on y tient, puis dans les discussions, on va défendre son point de vue. Or, là, le danger, c'est qu'il faut se rendre compte combien la vue peut nous enfermer dans un cercle vicieux, comme l'escalier infini qui descend ou qui monte. On s'aperçoit très vite qu'on voit ce qu'on croit. Et on croit d'autant plus qu'on voit.
Donc, comme on voit ce qu'on croit et qu'on croit ce qu'on voit, on voit ce qu'on croit et qu'on croit ce qu'on voit, et donc on voit ce qu'on croit et qu'on croit ce qu'on voit de plus en plus et donc on voit ce qu'on croit, à un moment donné, c'est évident. Il n'y a que ça de vrai. Et si les autres vous disent « Ah non, mais attends, c'est n'importe quoi, là, ça va pas du tout, là, t'es un peu obsédé », qu'est-ce qu'on répond ? Mais ça crève les yeux. Tu t'en aperçois pas, mais c'est ça crève les yeux. Très belle expression. On ne se rend pas compte. Ça crève tellement les yeux que tu vois plus rien. Ça crève tellement les yeux, effectivement, qu'on n'est même plus capable de voir ce qui, effectivement, est là. Donc on a la vue crevée par l'espèce d'évidence qui est en nous et qui nous fait croire que c'est ça. Alors que pas du tout. On est tellement content d'avoir remonté comme ça d'un cran dans cette espèce de perspicacité au premier degré que du coup, on y reste et on défend ça à mordicus. Non, il va falloir vraiment aller beaucoup plus loin. On ne peut pas rester justement dans ce processus. Ce système-là d'obsession mentale, c'est quelque chose qu'on va retrouver avec les illusions d'optique. Parce que ce que je viens de vous décrire, c'est une illusion d'optique. C'est quelqu'un qui se met à croire complètement que ce qu'il pense, c'est la réalité. Que c'est vrai, que c'est comme ça. En psychologie, on appelle ça des mirages. On appelle ça des illusions. Qu'est-ce que c'est qu'un mirage ? Oh, ce sont les choses dont on a besoin pendant longtemps pour se construire. Ce sont des croyances. Et tant qu'on est enfant, adolescent, jeune adulte, et même après, toujours adulte, on a besoin de croire en des choses. Ce sont des choses qu'on croit, mais qui pour nous sont des petites marches qui nous permettent d'aller plus loin. Est-ce que ce sont des réalités ? Est-ce que ce sont des vérités vraies ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce sont des vérités en trompe-l'œil. Ce sont des mirages en trompe-l'œil. Ce sont des choses qui sont importantes pour nous, mais qui sont pas du tout, qui ne correspondent pas à la vérité, telle que l'âme peut éclairer la vérité en tant que lumière fondamentale. Mais ça nous a été bien utile pendant un temps. Donc il ne faut pas cracher sur les mirages, mais se rendre compte qu'au bout d'un certain temps, c'est bien de se rendre compte que c'est un mirage. Ou bien, quand c'est beaucoup plus spontané, on appelle ça des illusions. Par exemple, les scientifiques, pour une bonne part, parce qu'il y en a certains qui sont quand même sortis de cette illusion, tous ceux qui sont persuadés qu'ils vont pouvoir nous expliquer le monde en faisant fi de la conscience sont dans une illusion totale. C'est une illusion d'optique complète. Ils n'y arriveront pas. Et il y a déjà beaucoup de physiciens qui sortent justement de là et qui commencent à essayer de remettre en jeu la conscience. C'est vous dire que tout ce qu'on a vu du point de vue physique, on le retrouve bien évidemment du point de vue de la vue intérieure. Et c'est pour ça que quand on se rend compte à quel point nous on peut être aussi complètement avec des visions déformées et qu'on n'a pas du tout, donc on est pris dans ces mirages, c'est là qu'il faut se dire, il est temps de dire, je n'en crois pas mes yeux. Effectivement, je n'en crois pas mes yeux, il va falloir croire un petit peu à un autre niveau et aller un petit peu ailleurs. Et c'est là qu'on va remonter à une clairvoyance supérieure, à une clairvoyance qui va aller au-delà de ça. Mais pour qu'il y ait cette clairvoyance supérieure, il faut d'abord que l'ouïe et le toucher aient fait leur travail. Il faut qu'en nous, on sente de plus en plus justement qu'on est de plus en plus dans cette ouïe et ce toucher, qu'on touche de plus en plus des choses tout à fait fondamentales et qu'on découvre justement ce monde lumière, qu'on découvre qu'on est totalement lumière. Il faut découvrir ça avant. Et là, la première qualité, c'est se laisser surprendre. Si on ne se laisse pas surprendre, ça ne va pas plus loin. Et là, vous avez le titre de ce soir. Vous avez compris naturellement depuis longtemps les deux premiers verbes, voir, comprendre. On n'a pas arrêté de mettre en évidence combien voir et comprendre sont des choses qui se font à courte échelle tout le temps et que ce sont vraiment deux éléments fondamentaux. Voir, comprendre. Le troisième était plutôt surprenant, justement. Voir, comprendre et se laisser surprendre. En effet, quand on a fait un gros travail permettant de remonter ici au premier niveau, au niveau de la couleur, et qu'on est à peu près sûr de son coup, si on ne se laisse pas surprendre par l'inattendu, si on ne se laisse pas surprendre par des contacts nouveaux, par des développements nouveaux, on n'avance pas. Donc il n'y aura pas du tout d'aspect supérieur. Et ça c'est très important dans notre vie, de réaliser que c'est un cycle permanent qu'il nous faut vraiment développer. Voir certaines choses, les comprendre, et puis se laisser surprendre pour les voir autrement, les comprendre autrement, et puis se laisser surprendre pour les voir autrement, etc. Ça, c'est vraiment un cercle vertueux dans notre vie à développer, parce que sinon, on reste coincé dans une vision inférieure, et on ne développe pas la véritable perspicacité supérieure, la véritable clairvoyance supérieure en tant qu'âme. Et donc, quand on a pris suffisamment le temps de se laisser surprendre, et là j'insiste encore parce qu'on a vu combien le sens du toucher, c'était prendre du temps. C'est vraiment important. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le quotidien, parce que dans le quotidien, le sens du toucher, on le squeeze. On est directement de l'audio au visuel. En effet, vous entendez un bruit, vous tournez la tête, c'est une voiture. Vous entendez un bruit, c'est quelqu'un qui arrive. Vous entendez une parole, c'est toi qui arrive. Donc on est aussi audiovisuel. Vous entendez un oiseau, c'est un merle. Vous l'avez vu. Avez-vous pris le temps de toucher le merle ?
Non mais d'entendre son chant, de comment il est, de pénétrer son chant et de dire c'est un merle. Ben non, je n'ai pas que ça à foutre. Exactement. Dans le quotidien, on n'a pas de temps à perdre avec le toucher, donc on est complètement dans l'audiovisuel. Du coup, quand on rentre dans notre vie intérieure, on a perdu cette habitude du toucher. D'où l'importance de la méditation, comme on l'a vu le mois dernier, qui est prendre le temps de toucher le monde intérieur, de toucher ce qu'on a entendu avant de voir. Alors là, il y a des phrases qui commencent à résonner en nous, du genre les yeux sont la fenêtre de l'âme. Ou bien, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Ça ressemble à l'illusion lumière-couleur. Ou bien une phrase d'Einstein, la justesse d'une théorie est dans votre esprit, pas dans votre œil. Ou bien, la plus connue de toutes, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Bon, si l'essentiel est invisible pour les yeux, fermons les yeux pour voir. Effectivement, il faut fermer les yeux pour voir. C'est ce qu'on fait en méditation. De manière à pouvoir ouvrir enfin le troisième œil. Quelquefois, on est encore un peu sur quelquefois des anciens enseignements où on croit que le troisième œil, c'est celui qui est devant le front. À une époque très très reculée dans l'humanité, effectivement, il y avait un œil ici, donc du coup on l'a surnommé le troisième œil, mais en fait ça n'est plus ça. Le troisième œil, il est rentré à l'intérieur de la tête, il est en rapport avec la glande pinéale, et maintenant il regarde vers le haut. Le troisième œil, c'est le chakra coronal. C'est l'œil qui regarde l'âme et par lequel la lumière de l'âme nous parvient. Voilà pourquoi quand on prononce l'expression « ouvre l'œil », et le bon, c'est le troisième œil. C'est pas un des deux autres. Donc c'est ça, ouvrir l'œil et le bon. Arriver à ouvrir l'œil de l'âme et apercevoir donc que nous sommes lumière. Enfin, nous découvrons, parce que le contact, le toucher nous a amenés là, et nous découvrons qu'effectivement nous sommes complètement lumière. Et que le contact nous a amenés à devenir cette lumière. Donc à un moment donné, c'est plus tellement qu'on voit la lumière, c'est que nous sommes la lumière. Et que étant la lumière, on éclaire le monde de la personnalité, qui est le monde du reflet. Et on comprend de mieux en mieux notre personnalité, on comprend de mieux en mieux nos difficultés. Quand je vois à quel point je suis lumière, je suis l'amour, la lumière de l'amour, la lumière de la volonté, et que, voilà, qu'est-ce que j'ai en personnalité ? Ben oui, parce que je ne peux pas me transformer d'un coup. Et donc, il y a vraiment toute une compréhension de l'être intérieur que je suis, avec ses disparités, avec ses dualités, mais aussi avec toutes ces avancées qui se font progressivement. Et puis quand je vois ce que je fais, en éclairant encore plus bas, mais là encore, plein de choses s'éclairent. Non seulement mes difficultés, mes avancées, mais mon rôle, le rôle de ce que je suis en train de faire dans cette vie-là. Quand on a cette vision-là, on perçoit naturellement tous les autres, on perçoit l'ensemble. Car là aussi, naturellement, quand on se retrouve sur ce point-là, c'est là qu'on voit que l'âme est groupe. Et comme je vous disais tout à l'heure, toutes les lumières d'âme qui s'additionnent, c'est une lumière additive. Plus on est d'âme, plus on est de lumière, et plus on se regroupe, et plus on est dans la lumière. Et dans cette lumière, on voit la lumière. Parce que naturellement, au-dessus de la lumière d'âme, il y a encore d'autres lumières dont on ne parle pas, parce que sinon, ça nous dépasse un petit peu pour l'instant. Et puis au-dessus de ces lumières, il y a encore d'autres lumières. C'est vraiment quelque chose certainement d'infini. Donc c'est intéressant de voir qu'on progresse comme ça, et qu'on va, donc, en tant que lumière, voir la lumière du groupe, voir cette lumière et comment ça peut éclairer le monde dans lequel nous sommes. Du coup, on commence à percevoir de mieux en mieux l'histoire du plan sur Terre, le plan d'amour sur Terre. De quoi il s'agit ? Quand on dit on est là pour amener l'amour sur Terre, oui, je suis cet amour, j'éclaire le monde à partir de ça. Mais j'en vois la difficulté, parce que ma personnalité, mon reflet, je m'excuse, mais elle ne garde pas beaucoup de la lumière de ce que je lui envoie. Donc elle envoie un petit rayon par-ci, un petit par-là, quelques couleurs comme ça, mais c'est vraiment des reflets. Pas le reflet de ce que je suis. Du coup, ce qu'elle fait, ça n'a plus grand-chose à voir avec le plan. Mais à partir du moment où je vois ça, c'est quelque chose qui va aller beaucoup plus vite, parce que comme je suis à la fois l'âme, la source, je suis à la fois le reflet, la couleur, la personnalité, et je suis celui qui fait, celui qui agit. Étant les trois en même temps, je vais pouvoir comprendre tous ces rapports et modifier progressivement les choses. Et c'est ainsi que j'ai tout à fait un autre regard. Je comprends de mieux en mieux non seulement moi-même, mais je regarde les autres et je les comprends de la même façon. Je comprends comme ça non seulement le rôle de l'humanité, mais ce que chacun doit jouer. Et comment chacun se dépatouille avec ce qu'il a, avec le nombre de vies qu'il possède et la conscience là où il en est, avec ses propres reflets. Et je comprends l'humanité, et je comprends justement ce qui se passe dans le monde. Et voir le monde éclairé de ce point de vue-là nous donne un point de vue totalement différent. On n'est plus du tout dans la critique, on est dans la compréhension aimante. Et ça donne complètement une autre vision du monde. Et alors, c'est là que se développe une des grandes qualités de la vue, qu'on appelle la responsabilité. En effet, la vue est reliée au rayon 3.
Et le rayon 3, c'est le rayon de l'intelligence créatrice. L'intelligence créatrice. Et quant à ce niveau-là, on a vraiment l'intelligence du monde. On voit, l'intelligence, ça veut dire, la définition de l'intelligence, c'est la capacité de concevoir les rapports. C'est pour ça que l'intelligence est reliée à la vue. Et quand je vois les rapports entre le monde de la lumière, le monde des couleurs et le monde des couleurs secondaires et tout ce qu'il peut y avoir en dessous, et je comprends tous les rapports qui existent en remontant et en redescendant, ok, alors là, je suis vraiment dans une intelligence et je sais ce qu'il faut créer pour avancer. Je sais dans quel sens il faut aller. D'où la responsabilité. La responsabilité, c'est l'art d'apporter des réponses. Maintenant, je me trouve dans la position d'apporter des réponses. Alors, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je prends mes jambes et j'y vais. Et voilà le sens ésotérique des relations entre les jambes et la vue, c'est que quand on a vu, quand on a compris ce dont il s'agissait, eh bien, on y va. On prend ses responsabilités. Voilà ce qu'amène, vous voyez, cette richesse des sens. Mais comme vous pouvez constater, tout ça, même si le sens de la vue nous en met plein la vue, ça n'est pas possible s'il n'y a pas les autres. Tout requiert absolument tous les autres sens. C'est pour ça que pour conclure un peu, je voudrais vous montrer ce qu'on a vu avec ces 5 sens. On en reparlera aussi la fois prochaine avec le 6e sens. Mais là, je voudrais vraiment déjà vous faire une petite synthèse avec un jeu d'enfant pour vous montrer combien tout ça, ça peut vraiment s'appliquer à tous les niveaux. Imaginez qu'il y a un grand groupe d'enfants et vous demandez qui a envie de faire un jeu. Il y en a quelques-uns qui vont dire moi, les autres non, ça ne m'intéresse pas. Bon, d'accord. Là, c'est le travail du goût. Qui a le goût à venir faire un jeu que je propose ? Ceux qui n'ont pas le goût, ne prennent pas. Dans tous ceux qui disent, bon attention, est-ce qu'on le fait tous ensemble en même temps ? Ils vont dire, ah non, on prendra plutôt des jeux individuels ou des jeux comme ça. Bon, donc tout le monde ne va pas prendre ça. Ceux qui disent, oh ouais, tous en même temps, c'est chouette, on est un groupe, c'est le sens de l'odorat. L'odorat, c'est ce qui jette, on en reparlera tout à l'heure, c'est qui jette les bases de la fraternité. Au moment où on se sent bien les uns les autres. D'accord, voilà le jeu. On va jouer à Colin-Maillard. Qu'est-ce que c'est que Colin-Maillard ? Eh bien, Colin-Maillard, c'est tout simplement un jeu dans lequel il y a une personne qui a les yeux bandés, et puis les autres sont tout autour. Ils doivent interpeller, par leur son, leur bruit, ils doivent interpeller la personne qui est là, jusqu'à ce que celui qui a le bandeau réussisse à en attraper une. Mais voilà, dans un premier temps, il entend des voix, il entend des bruits, il entend des passements, les gens s'amusent à passer à côté de lui, ou lui chuchoter quelque chose à l'oreille, mais il faut vite se retirer, sinon, naturellement, il vous attrape. Bref, c'est tout le jeu comme ça, c'est que des sons. On n'est d'abord que dans l'ouïe. Et à un moment donné, naturellement, quelqu'un d'un petit peu plus peut-être imprudent se fait attraper. Toucher. Oui, toucher. Et puis, on va le toucher, et il faut le reconnaître. Et au moment où on l'a reconnu, ou pas reconnu, on enlève le bandeau, tu as réussi ou tu t'es trompé. Et on passe à quelqu'un d'autre. Vu. Voilà comment, dans un simple jeu, on retrouve automatiquement l'ordre dans lequel les 5 sens agissent. C'est d'abord un sens du goût, puis de l'odorat, enfin c'est l'ouïe, le toucher et la vue. C'est dans ce sens-là que nous les avons vus. Et c'est très important parce que quand ils interviennent, là je vous donne un exemple tout simple, mais quand ils interviennent même dans notre créativité ou dans notre vie évolutive, c'est important de voir que chacun peut avoir sa part à un moment donné et qu'il faut les respecter et si possible dans cet ordre-là. C'est pas simple parce que naturellement dans le quotidien, ils sont tous là en même temps. Il y a pas, on va pas dire celui-ci puis celui-là, etc. Mais dans notre vie intérieure, s'apercevoir que quelquefois, il y en a quelques-uns qui sont un peu à l'as. J'ai oublié de respirer, ou j'ai oublié d'avoir vraiment le goût, ou j'ai plus le goût et j'essaye de continuer et je perds mon temps, ou bien j'ai pas vraiment entendu ce dont il s'agissait, ou bien j'ai pas pris le temps de toucher. Puis maintenant, à peine j'ai compris que je dis ah ouais, je vois dont il s'agit, donc j'ai tout de suite vu. Ça va pas. C'est des petits points de repère. C'est quand on voit la genèse justement de quelque chose, d'une créativité, se rendre compte que si on est passé comme ça par tous les stades, ok, c'est bon. Donc, vous voyez que par le sens du goût, c'est vraiment important parce que s'il n'est pas là, si on n'a pas le goût à évoluer, rien n'est possible. Rien ne se fait, rien ne continue. C'est le premier goût. Si vous êtes très content de votre vie, si on est très content de ce qu'on est, puis non, moi ça va, je me satisfais, je cherche rien d'autre, ok. Si j'ai le goût à rester comme je suis, c'est très bien. J'évoluerai plus tard, mais il n'y a pas d'évolution possible. Donc il faut avoir le goût au changement, le goût à autre chose. À partir de là, on respire, c'est ce que nous avons vu, c'est l'odorat. Comment avec l'odorat, il faut respirer ce goût, respirer cet idéal, devenir cet idéal progressivement, jusqu'à ce qu'il prenne de l'ampleur en nous. Vraiment, le sens de l'odorat, c'est ce qui jette les bases de la fraternité, les bases de l'amour. C'est ce qui fait que ce goût de l'évolution, on sent que voilà, ça va m'amener de plus en plus dans cette notion d'amour. Et donc, goût, odorat ensemble, ça y est. Non seulement j'ai un idéal de progrès, de changement, mais en plus, je le sens bien.
je le respire à plein poumon, cet idéal, vraiment, il m'habite. Alors là, j'ai commencé à entendre quelque chose. Et on a vu que le sens de l'ouïe, il entend deux types de vibrations. Il peut entendre les vibrations du monde dans lequel je suis, mais aussi les vibrations subtiles. Et puis dans ces vibrations subtiles, j'y vais de plus en plus parce que ça m'attire. Alors j'ai le sens du toucher. Et avec le sens du toucher, c'est vrai que je peux aussi bien toucher les mondes tangibles que toucher peut-être le monde de l'âme, rentrer en contact. Et je deviens de plus en plus cette âme. Et à ce moment-là, reste le sens de la vue qui me montre effectivement tout ce que je peux entendre et toucher au niveau tangible, mais aussi tout ce que je peux entendre et toucher du point de vue plus fondamental. Et j'ai donc deux niveaux. Et lui, il me dit, alors, quel rapport tu vas faire entre ces deux niveaux? Qu'est-ce que tu vas comprendre? Si tu vis ça et que tu entends ça, si tu entends ça et que tu touches ça, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu es en toi, dans ces deux mondes, quel rapport, quelle relation tu vas créer dans ton lieu? Quelle intelligence créatrice tu vas faire pour relier ces deux mondes? Et c'est là qu'on voit, vous voyez à quel point, pour pouvoir avancer dans la vie, dans notre part de créativité, ces 5 sens sont constamment présents. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Ils sont tous fondamentaux parce que s'il en manque un seul, c'est tout l'édifice qui s'effondre. Alors pour conclure un petit peu plus spécifiquement sur le domaine de la vue, une dernière chose, pendant des siècles et même des millénaires, l'humanité a toujours eu des grands leaders qui étaient des visionnaires. Des gens qui voyaient assez loin et qui emmenaient l'humanité tant bien que mal. Maintenant, on s'aperçoit que souvent, ces grands leaders ne sont plus des visionnaires. On pourrait dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est très simple, c'est que l'histoire de l'évolution veut que ce soit nous qui devions tous des visionnaires, des perspicaces. Et donc, on est tous à la fois cette double vision du haut et du bas, d'un objectif à atteindre malgré qu'on en soit là, ou en tenant compte du fait qu'on en soit là. Et la vision, c'est pas une vision utopiste, simplement ne tenant aucun compte de la réalité. La vision, c'est d'avoir la vision des deux. Encore une fois, on est encore dans le rapport. Et donc, la véritable vision qui se dégage, la véritable vision claire qui doit se dégager, c'est qu'est-ce qu'il en est? Quelle différence entre l'idéal et là où on en est? Et comment on va s'y prendre? Et c'est à nous maintenant de développer ça. Or, vous pouvez constater que, comme il y a un malaise dans nos mondes actuellement, dans nos sociétés, oui, parce que c'est ça qui manque. Et quand on discute avec les gens, on se rend bien compte que qu'est-ce qui manque, c'est qu'on ne voit pas où on va. Il y a un vieil adage ésotérique qui dit « Sans vision, le peuple périt ». C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Sans vision, on ne sait pas trop où on va, on ne comprend pas, on touche des choses mais on ne fait pas suffisamment de rapport, on n'a peut-être pas la vision globale, c'est comme si on avait un bandeau, et donc on est un peu à tâtons quelque part dans ce monde, donc il y a bien des choses comme ça, il y a bien des trucs comme ça, il y a bien des odeurs, il y a bien, comme dans ma chambre d'hôtel, tout à l'heure, mais il n'y a pas la vision globale, je ne comprends pas, je n'arrive pas à relier tout ça dans un objectif véritablement suivi. Et donc c'est là que nous avons un gros travail à faire. Nous avons un travail pour devenir chacun d'entre nous des visionnaires. C'est pour ça que s'éduquer pour éduquer ensuite vraiment à cette perspicacité, à cette clairvoyance, est une chose tout à fait fondamentale. Parce que c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. C'est pas simplement, vous voyez, notre histoire à nous. Mais pour ça, c'est vrai que pour arriver à faire ça, il faut qu'on réussisse à redire un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Va plus loin. Parce que nous sommes des feignants du mental. Quand on a trouvé quelque chose, on est bien content de l'avoir trouvé. Et on n'a pas envie d'aller plus loin. Souvent, j'ai trouvé une explication, super. Et puis voilà, j'ai trouvé. Même quelquefois en méditation, waouh, j'ai trouvé une explication. Et puis là, je vais la voir, je l'ai donnée, je vais l'écrire, donc j'ai trouvé. Mais c'est que le début, c'est que le début du commencement. C'est une perspicacité minimum. Ça demande de remonter la couleur à la lumière, etc. Et donc ça pourrait être, vous voyez, par exemple, si vous travaillez spécifiquement sur la vue ce mois-ci, ça peut être intéressant parce que nous sommes à peu près à une dizaine de jours de ce qu'on appelle la fête du Vésac, qui est la fête la plus fondamentale de l'année, qui se fait à la pleine lune du Taureau. Et donc dans cette pleine lune du Vésac, c'est justement une histoire de vision claire. Le signe du Taureau est complètement relié à ce processus de vision. On dit que le signe du Taureau, c'est le signe qui était complètement aveugle parce qu'il était aveuglé par le désir, donc il ne voit rien. Donc tant qu'il a ce qui lui satisfait, tout va bien, il ne cherche pas plus loin. Et qu'au contraire, lorsqu'on va dans le taureau supérieur, on dit que l'œil est ouvert. La parole clé du taureau, c'est « je vois ». Et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. C'est vraiment une magnifique conclusion. Et donc ce que nous avons à travailler dans ces quelques jours, c'est ça. Donc dans les jours à venir, il faut vraiment qu'on travaille cette vision claire, remonter en haut et pouvoir dire « je vois ». Et quand mon troisième œil est ouvert, c'est évident que tout est illuminé et que je vois un monde de lumière et pas simplement un monde de reflets ou un monde de couleurs secondaires. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se répéter pour nous deux choses. D'une part, laisse-toi surprendre.
Allez, laisse-toi surprendre. Ne fais pas comme d'habitude. Ne remonte pas, etc. Ne te contente pas de ce que tu as comme d'hab. Laisse-toi surprendre. Ouvre-toi et va plus loin. Eh bien, je vous souhaite un bon travail et nous allons méditer là-dessus.